For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez bienvenus dans MMA Club. Oui, on est là, on vient parler de l'après UFC 278, c'était un bel event, event bizarre, c'était un peu what the fuck, c'était un peu spécial, voilà. Donc on va parler de l'UFC 278. Avant ça, le concours Ares, les 2 places ont été gagnées. Donc voilà, la prochaine fois quand il y a des concours et tout, ça se passe sur Instagram, vous le savez. Le lien, il est juste avant les commentaires, dans la description. Donc abonnez-vous sur Insta. Vous avez toujours 20% sur ascarifighter.com, le site de fringues et de matériel pour les sports de combat, avec le code MMA Club 20. Et 10% sur Others, la marque de protéines post-workout, avec MMA Club 10%. Voilà. UFC 278, le récap, c'est parti. Comment on juge la qualité d'un event comme ça? Tellement c'était bizarre, c'était vraiment quelque chose de ouf. On avait une carte qui avait été un petit peu remaniée, finalement il y avait eu ce combat féminin qui était proposé, qui avait été à la hauteur au moins en termes de spectacle. Moi je sais pas trop si en termes de ranking ou techniquement c'était pas non plus ouf. Mais c'était entre la tchèque et la chinoise, je me rappelle même plus les noms, hein, plus de Poudikova là. Mais c'était cool, c'était quand même un bon petit combat. Bon, j'avais aucune attente là-dessus. Moi, ce que je voulais voir, c'était le combat poids lourd Romanov contre Tibura, mais bon, c'est pas grave. Juste avant ça, sans surprise, Ariane Sucker. Clairement, il a pris la foudre de Tyson Pedro. Pour chauffer la salle, c'était parfait, hein, ça c'est sûr. Par contre, en termes de crédibilité de match-up, là, par contre, on repassera. On savait tous que Hunsucker, il avait pas le niveau, mais alors vraiment pas du tout à ce niveau-là. Il est ranké dernier en poids lourd, je sais pas si vous voyez. Là, il va en light heavyweight, boum, voilà, rien de neuf. On peut juste voir qu'il est un peu plus fit, hein, il est un peu plus beau gosse en light heavyweight. En heavyweight, c'était un peu lourdeau, là, ça lui va bien, il a une meilleure shape. Mais à mon avis, il sort du roster UFC ce soir, c'est évident, quoi. Donc pour Tyson Pedro, par contre, ça confirme rien du tout, ça confirme, il y avait zéro surprise, hein, on savait, donc c'était évident qu'il y avait une classe ou une masterclass d'écart. Pedro, il se rate seulement quand il y a un problème, quand il est blessé, quand il est pas chez lui, quand il a pas dans son assiette. C'est un fighter un peu expressif. Et là, il était à 100% physiquement, mentalement, il était au top, il était prêt, il l'a dit. Puis on l'a vu, la shape, elle était incroyable. Donc quand il est comme ça, Tyson Pedro, il est très dangereux. Voilà, ça allait très vite. Donc voilà, on peut parler directement de Aldo contre Merab. Donc il y a beaucoup à dire sur ce combat. D'abord, il y avait Aldo qui était donc à 100% ou presque, hein, de défense de takedown. Ça dépend si on compte ou pas le petit déséquilibre où il touche pas vraiment les genoux au sol. Mais en gros, ça fait 12 takedowns défendus. C'est magnifique. Mais en attendant, voilà, il prenait quand même des dommages. Alors c'était des dommages, c'est pas qu'il prenait des dommages gravissimes, c'est qu'il réagissait pas. Il n'a pas proposé d'alternative. Il n'y avait pas de solution à cette pression de Merab. Si ce n'est qu'il combattait à 1 mètre de la cage pour que quand Merab lui rentrer dedans, il n'avait pas beaucoup reculé pour se sentir acculé, donc c'était plutôt pratique pour lui, pour éviter les amener au sol, mais ça suffit pas, quoi. Ça faisait partie du game plan, donc c'était efficace, mais ça suffisait pas. Il y avait quelques contres du genou, quelques jabs qui touchent, mais il n'y avait pas de combinaison, il partait pas à l'abordage. À chaque fois qu'il avait un coup signifiant potentiel, il prenait pas l'opportunité d'y aller à fond. Donc voilà, il n'y avait pas de réel coup signifiant marqué, à mon sens. Et je pense que je suis assez objectif parce que j'ai pas d'affinité ni avec l'un ni avec l'autre. On peut dire que Merab gagne 29-28. Et je suis pas choqué qu'on puisse mettre 30-27. Parce que même si sa lutte, elle était pas très efficace, c'est quand même lui qui mettait la pression. C'est quand même lui qui a attaqué. C'était un combat vraiment bizarre dans un event bizarre. C'est un combat qui a annoncé une fin d'événement complètement bizarre. Aldo, durant le premier round, il y avait beaucoup d'observations, beaucoup d'esquives, beaucoup de checks de kick, des checks de kick parfaits. Les esquives, elles étaient au top. Il y avait des réajustements sur les kicks qui passaient, mais pas dans les pas de combinaison. Rien qui va empêcher le Géorgien de se sentir mal à l'aise hors de sa zone de confort.
Au contraire, il est monté en puissance round après round. Et Aldo, lui, il est resté attentiste, toujours sur cette même ligne de conduite du premier round, en fait. Donc, je sais pas, peut-être qu'il pensait que son aura ou son nom suffirait à le déclarer vainqueur. Mais j'ai pas idée de sa propre vision du combat. Je trouve que c'était pas suffisant pour gagner nettement. Je crois qu'il y a un 30-27. Bon, moi, je suis pas choqué, on va dire. Disons que c'est un peu sévère. Parce qu'il a quand même fait un beau combat. Mais il manquait quand même quelque chose. Il manquait des moments d'explosivité. Il manquait un peu des vraies combinaisons, comment on dit, signifiantes, quoi. Des vrais contacts et tout. Là, c'était plus des petits contres. Et derrière, ils repartent chacun de leur côté. Et Merab, il revient. Et lui, il repart en arrière. C'était un peu une répétition permanente, en fait. Donc, peut-être que ça suffisait pas. Et ça n'a pas suffi. Et ça me paraît compréhensible de la part des juges, ce qu'ils en ont conclu. Moi, je suis pas choqué que Merab ait gagné. Et je suis pas devenu fan de Merab, hein, là, vraiment, clairement. Moi, ce style, c'est peut-être efficace. Mais à cette heure-ci de la nuit, ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier d'avoir mis le réveil et d'avoir ça, quoi. En co-main, pas ouf. Voilà, ça fait partie des bizarreries de cet event, ce combat vraiment fou, quoi. Et en parlant de folie, on va aborder donc Luke Rockhold et Paulo Costa. Donc ils nous ont offert vraiment un drôle de spectacle. Il y avait beaucoup d'émotions. J'ai trouvé que c'était très émouvant. Luke, il avait une attitude déroutante. J'étais pas bien pour lui. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais on sentait que c'était beaucoup pour lui de se retrouver dans la cage. Il avait cette espèce de... Il était submergé d'émotions en même temps qu'il combattait et on voyait que ça le gênait. C'était un peu comme si... en fait, c'était pas habituel. On n'est pas habitué. D'habitude, on a des combattants qui arrivent à poker face avec de la froideur. Quand ils prennent des coups, ils montrent pas qu'ils ont mal et tout. Et là, lui, il y avait une débauche de toutes sortes de mimiques et tout. C'était vraiment étrange. On voit qu'il a combattu avec les tripes. On a vite constaté que les cardio ont été usés. Il y avait une guerre d'ego qui était, mais alors, au taquet. C'était vraiment les égos, ils étaient au maximum. Aucun a voulu lâcher prise. Il y a eu beaucoup de retournements au sol, beaucoup de moments déroutants avec des gardes basses, des dos offerts, toutes ces mimiques de Rockhold qui exprimaient sa souffrance vraiment à fond. Durant les interrounds, il répondait pas. Il était... Waouh, ça faisait vraiment bizarre. Il avait ce regard dans le vide, en pilote automatique, à chercher de l'air. C'était vraiment incroyable. Et pourtant, c'était lui qui, vers la fin, nous a laissé penser qu'il pouvait finir le combat. Il avait des combinaisons qui étaient propres. Il envoie Costa sur le reculoir. Alors, c'était magnifique, mais c'était pas suffisant parce qu'il pouvait pas suivre et enchaîner. Il y avait un manque le réservoir était vide. Donc parfois, il avait des gestes et des moments inhabituels, des gestes d'humeur, de fatigue, des expressions, là où en général, voilà, les combattants, eux, ils expriment rien du tout de leur douleur, de leur fatigue, des sentiments de l'intérieur. On dirait qu'il exprimait sa colère, il exprimait quand il était content, il parlait à Costa alors qu'il était mort. Tu te dis, mais économise-toi, quoi. Et vraiment, c'était ouf. Donc il a vraiment, on peut rien dire, il a tout donné pour ne rien avoir à regretter. Donc voilà, ça c'est cool. J'ai bien aimé le moment où il baisse les deux mains sur les genoux à 1 mètre de Costa. Vraiment, c'est vraiment ouf, quoi. Il y avait vraiment des gestes qui étaient incroyables. Incroyables, n'importe quoi. Donc heureusement, Costa, à ce moment-là, il n'était pas beaucoup plus près, il n'a pas pu suivre, on va dire. Il s'est montré efficace au sol, hein, Costa. Il avait toujours ce petit temps d'avance, il avait toujours un brin de fraîcheur en plus. Il avait un peu d'explosivité quand c'était nécessaire pour repartir. Et je pense notamment que quand Costa va au sol, Rockhold suit et il est un peu brouillon, Rockhold. Ça va un peu trop vite pour lui. Il y a ce manque de lucidité. Il y a Costa qui retourne la situation, qui parvient même à se relever pour repartir debout, qui réclame des kicks dans les côtes. Enfin, ce combat était complètement dingue. Voilà, donc moi j'ai une vision du combat un peu décousue, bordélique. Je vous raconte ça un peu dans le désordre, mais ça reflète bien en fait l'événement et le combat qu'il y a eu, quoi, parce que c'était vraiment le bordel. Donc finalement, le Brésilien s'impose. Il a pas volé cette victoire, c'est clair et net. Il a été plus efficace plus dangereux. Même si Rockhold, il a placé 2-3 combinaisons vraiment dangereuses, hein, vraiment signifiantes en fin de combat. Ça confirme quand même aussi
que Costa et Rockhold, il y avait ce manque de KO power avec la fatigue accumulée et tout. Et puis Costa, ça confirme que tout simplement, même en début de combat, il n'a pas le KO power, quoi. Il n'arrive pas à éteindre la lumière sur un ou deux coups. Il doit vraiment combiner fort pour TKO. Et contre des mecs d'un certain niveau, en fait, du coup, le Costa qui finit ses combats au premier round, c'est terminé, quoi. Là, ça va forcément à chaque fois mener à des guerres. Et c'est aussi ce qui le rend, du coup, attractif. Donc, c'est cool. Voilà, moi, je suis content. Pour Rockhold, que ce soit allé au bout, je voulais pas voir Rockhold se faire démolir. Donc, quand je dis se faire démolir, c'est prendre un KO ou un TKO ou une fois encore, il plonge faceplant. J'étais content. Il a montré du cœur. Il a été exemplaire. Pour tous les vétérans, il a montré une belle image de l'ancienne génération. Donc, qu'il s'arrête ou qu'il s'arrête pas, c'est à la fois beau et triste cette fin de carrière. Ce discours à la fin et tout, c'était vraiment prenant, c'était vraiment poignant. Moi qui ai 40 ans, et comment dire, ça touche peut-être plus que quelqu'un qui a 27, 28 ans et qui comprend pas en fait ce qu'on peut ressentir, que ce qu'on traverse émotionnellement quand on a cet âge-là. Donc voilà, au moins on pourra dire qu'il a été au bout et qu'il part sans regret s'il arrête. Vraiment, il peut avoir zéro regret parce que d'avoir pris Costa après 3 ans d'inactivité, franchement, costaud, hein. Rockhold, vraiment, c'est vraiment très inspirant. Alors, j'ai pas tout aimé, j'ai pas aimé quand il met son sang comme ça sur sa tête, c'est pas très fair-play. Après, on sait pas ce qu'ils se sont dit et tout. Il y a eu des échanges un peu houleux, donc on peut pas en tirer des conclusions trop hâtives. On sait que Rockhold, c'est pas le plus gentleman des gentlemen. Mais là, pour le coup, franchement, inspirant, vraiment inspirant. Voilà. Donc si on parlait un petit peu de Ousmane et de Edward avant de finir, moi j'avais une double personnalité hein, durant ce combat, je sais pas vous. Il y a une partie de moi qui s'ennuyait et qui s'endormait, et il y a une partie de moi qui était à l'affût, qui sentait que quelque chose était en train de se passer. On va pas prendre round par round, mais simplement on constate que Ousmane il était efficace au premier round, puis il a rapidement été repris de vitesse par Edward, audacieux et créatif. Suite à l'amener au sol, ça a vraiment fait douter Edward. C'était vraiment une amenée au sol anthologique. Ça restera, je pense, à jamais comme étant le premier homme à envoyer Ousmane au sol après 16 combats à l'UFC, hein, je crois, hein, c'est ça. Ce qui est fou dans ce premier round, c'est qu'à la fin, on voit l'entraîneur de Ousmane qui dit on a fait une erreur, mais allez, on repart de l'avant, quoi. En gros, c'était assez bien exprimé. Pour pas trop, il sentait que son champion était un peu dans le doute et c'était plutôt genre allez ça arrive c'est bon on repart. Et Ousmane n'a pas aimé hein, clairement se faire envoyer au sol, ça a changé sa vision du combat. En fait c'était action-réaction tout ce combat, à chaque fois qu'il y avait des initiatives. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est le champion qui était souvent à l'initiative alors que d'habitude le champion est plutôt sur reculoir. Donc c'était vraiment un drôle de combat. En striking, Edward, il avait rien à envier à Ousmane, qui était souvent contré, souvent à court de solutions. Et finalement, il a eu du succès lorsqu'il est revenu à ses basiques. Endormir le jeu avec du temps de contrôle contre la cage, des amenées au sol laborieuses, énergivores, du ground and pound qui fonctionne comme toujours. Et cette fois, Edward n'est pas si marqué mentalement et physiquement que ce que Ousmane a pu faire subir à Covington ou Masvidal, par exemple. Donc il a gardé une jauge d'énergie, du mental, il a gardé le moral, round après round, il avait beau être dominé, il avait beau perdre des points, il n'était pas éteint. Donc moi, à ce moment-là du combat, j'oscillais un peu les yeux. Hein. J'avais les yeux qui se fermaient, il y avait de l'excitation, il y avait un mélange. Hein. J'étais pas super bien. Parce que je me suis dit, voilà, on se dirige vers une décision unanime de Edwards, un peu Ousmane, pardon, je suis fatigué. Un peu comme d'hab en fait. Donc voilà, c'était un petit peu répétitif. À la fois, c'était très beau tactiquement et techniquement. C'est du très haut niveau. Mais il n'y avait pas de... Au moment où Ousmane a trouvé comment trouver la solution, c'était un petit peu une répétition. C'était un peu un bis repetita d'habitude, quoi. Donc là, quand je m'y suis attendu le moins, vous pouvez traduire ça par quand j'étais sur le point de définitivement m'endormir sur le canapé. Edward combine, feinte de bras avant. Et là, Ousmane bascule côté fort d'Edward, côté gauche. Et bim, la lourde d'Edward qui était parfaitement ajustée. Le kick, jambe forte, timing parfait. En plein mi-mâchoire, mi-nuque qui claque. Ousmane tombe comme désarticulé. C'est une image exceptionnelle. C'est jamais vu. C'est terrifiant.
Il restera les yeux dans le vide pendant un bon moment, pendant que Edward, il exultera dans une salle un peu plus réveillée que moi, ça c'est clair. Donc pour résumer tout ça, franchement, j'avais pas les mots sur le coup, c'était choquant. Je crois qu'il y en a qui étaient choqués. C'est aussi brouillon que barge, hein, comme truc, comme événement. C'était aussi brouillon et fou que beau et audacieux. Et c'est pas seulement ce combat, c'est tout l'event, quoi. Il y avait quelque chose de pas conventionnel, en fait. Le combat contre, comme Rockhold et Costa, on n'en verra pas d'autres avant un moment. Il y a deux phénomènes sur tous les plans, des attitudes de dingue avant, pendant et presque après. Donc voilà, c'est pas conventionnel, mais c'est beau. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, on a un main event avec une odeur bizarre, quelque chose de... Il y avait un truc dans l'air qui sentait pas bon pour Ousmane. J'ai pas réussi à comprendre ce qui s'est passé. Il était trop conscient de sa chance, Edward. Il était trop conscient de ses capacités. Il était dans son prime de créativité. Même s'il était dominé, il y avait des beaux moves, des mouvements highlights qui sont pour lui. Et puis ce finish, il sort de nulle part. Voilà, il y a Aldo qui se laisse endormir. Donc voilà, c'était une soirée particulière. J'arrive toujours pas à savoir si j'ai aimé ou pas. Pour moi, le moment le plus marquant, c'est, je me rappellerai, hein, je pense toujours, de Costa Rockhold comme un des moments, voilà, les plus émouvants et les plus sincères. Quand Luke Rockhold s'est exprimé. Donc quand je dis qu'il s'est exprimé, c'est même dans la cage. Hein, quand il s'est exprimé dans la cage et après, oh là là, je suis mort. Voilà, il y avait une sorte de, il expiait tout. Voilà, il voulait pas regretter, il voulait pas sortir de la cage et dire ben, j'ai un regret. Il voulait tout sortir jusqu'à plus pouvoir marcher, jusqu'à même plus pouvoir parler par moment. Donc c'était quand même, ça c'était vraiment l'image magnifique de c'est ce que je retiens de cet événement, c'est Luke Rockhold qui m'a inspiré. Voilà. Ce podcast est terminé. Allez voir sur Insta. Pour le prochain concours, ça aura lieu, j'espère, pour le prochain Ares. Pour Hexagone, c'est trop tard. Voilà, comme d'habitude, faites tourner le pouce en l'air, le petit abonnement, le petit like. Et comme d'habitude, moi je vous fais des gros bisous.